La ville de Paris a récemment accueilli un séminaire pour discuter d'une stratégie de gestion des rats en milieu urbain. On en discute à présent avec Pierre Falgueyrac, il est formateur indépendant à la gestion des rats. Monsieur Falgueyrac, bonjour. Bonjour. Alors, il y a eu de grandes conférences mondiales à la fin du 19e siècle de lutte contre les rats, notamment je crois que ça avait commencé à Venise en 1897. Aujourd'hui, Oui, on est peut-être un peu surpris de cette conférence à Paris. Qu'est-ce qui justifie comme ça une conférence mondiale pour discuter aujourd'hui d'une stratégie de gestion des rats en milieu urbain? L'idée est venue au professeur Saline, au docteur Saline, responsable de l'hygiène à la ville de Paris, à la suite de la conférence que j'avais tenue au salon Parasitech d'il y a 2 ans, qui s'intitulait « Combien y a-t-il de rats par habitant en ville ?» et la dératisation raisonnée des égouts. Après avoir assisté à ma conférence, il a émis le souhait de réunir les gens de la ville de Paris pour faire une formation, et il a eu cette idée, plus tard, de ce séminaire pour réunir des collègues de villes étrangères afin de partager les expériences et d'écouter certains experts. Ça a échangé sur les bonnes pratiques finalement en matière de gestion des rats. On a l'impression, Monsieur Falgueyrac, que pendant longtemps on parlait d'une éradication des rats. Aujourd'hui, on a le sentiment que c'est peut-être rendu impossible et qu'on parle davantage de gestion raisonnée des rats. Est-ce que c'est ça? Mais tout à fait, tout à fait. On ne peut pas se passer des rats. Heureusement qu'ils sont là. Ils détruisent les déchets que nous n'arrivons pas à éliminer nous-mêmes, et dans le milieu urbain où ils investissent les égouts, si les rats n'étaient pas là, les égouts seraient bien plus souvent bouchés qu'ils ne le sont. Comment se fait-il qu'on ait une si mauvaise image, une si mauvaise impression lors des rats habituellement, s'ils sont utiles? Alors c'est dû à l'inculture de notre société. Quand on a réalisé que les rats étaient liés à la peste, donc on a appris ça en 1896 avec Alexandre Yersin, qui a découvert que les rats noirs étaient porteurs de la peste, du virus, qu'on appelait du coup Yersinia pestis. Ça a déclenché des études sur les rats qui se sont achevées, on va dire, en 1914, puisque du Japon, en passant par les USA et l'Angleterre et toute l'Europe, on faisait des études sur les rats. C'est là qu'on a découvert que c'est la puce du rat qui transmettait la peste. Ça, c'est Paul-Louis Simon qui l'a découvert en 98. Et les grandes villes ont lancé des campagnes de lutte contre les rats obligatoires. C'est Copenhague qui a commencé, mais Tokyo, Paris, Londres ont fait ce genre de choses. Et l'image que les gens avaient des chasseurs de vilaines bêtes, des chasseurs de rats, a fait que le rat est resté dans l'imagerie populaire comme quelque chose de repoussant. Et découvert, entre guillemets, l'existence des microbes, et que cela a déclenché au niveau des écoles primaires des éducations à l'hygiène, se laver les mains, se laver régulièrement pour éviter la prolifération des microbes, il n'y a pas eu la même chose avec les rats. C'est un problème d'inculture. Ça remonte à loin, hein. On voit que c'est ancré dans notre imaginaire commun. Il y a beaucoup de contes, notamment pour enfants, qui mettent en scène des rats et qui les présentent bien souvent comme repoussants. Est-ce qu'on a une idée du nombre de rats dans les grandes villes européennes? Alors, on a mené une expérience sur la ville de Marseille. On va dire qu'en cœur de ville, le cœur de ville, c'est les cœurs de ville historiques. Ça ne concerne pas les zones périurbaines où il y a les grandes surfaces et les grands ensembles d'immeubles. En cœur de ville, il y a 1,75 rats par habitant, dont 75 à 80% vivent dans les égouts. C'est un véritable monde souterrain là qui est sous nos pieds dans les grandes villes. Il y a plus de rats, donc vous le dites, que d'habitants. Mais j'imagine que même s'ils ont un rôle utile que vous avez souligné tout à l'heure, comme par exemple auprès des déchets, ils peuvent aussi avoir un rôle néfaste. J'imagine que ce sont évidemment des rongeurs et donc ils peuvent s'attaquer à des canalisations, à des fils électriques, et donc ça pose un certain nombre de problèmes. Alors on assiste à ce genre de choses quand la densité de rats dépasse 2 rats par habitant. On a par exemple ce genre de phénomène dans les grands ensembles d'appartements où les poubelles sont concentrées en un seul endroit, au bas d'un vide ordure ou un collecteur au centre de la cité. Cela attire énormément de rats et donc les terriers des rats provoquent des affaissements de chaussées, des trous dans les trottoirs sur lesquels peuvent tomber des personnes handicapées ou âgées. Et certains rats s'attaquent maintenant aux fils électriques des voitures, puisque une réglementation européenne contre les matières plastiques fait que maintenant, en Europe du moins, beaucoup d'isolants de câbles sont à base d'amidon et ça attire les rats. Donc les rats provoquent des dégâts quand ils sont trop nombreux, quand on ne sait pas bien réguler leur population. Ils peuvent même s'attaquer, semble-t-il, au métal, ce qui paraît surprenant. Ils s'attaquent au métal, ils ne vont pas s'y attaquer par plaisir, ils s'attaquent au métal pour se frayer un passage vers la nourriture.
Le seul métal qui résiste à leurs dents, c'est l'acier. J'ai présenté lors de mes conférences des photos où des grilles en fer, en métal divers, sont traversées par les rats, l'abri traversé par les rats. Il n'y a que le béton et l'acier qui résistent à leurs dents, mais ils ne vont jamais les creuser par plaisir. C'est pour se frayer un passage vers la nourriture. Et comment ils sont attirés par cette nourriture? Est-ce qu'ils ont un odorat particulièrement développé qui fait qu'ils savent que derrière cette porte en fer, là, il y aura possiblement un butin? Tout à fait, tout à fait. Ils ont un odorat qui est 1000 fois plus discriminant que le nôtre et 10 fois plus discriminant que celui du chien. Ils peuvent sentir des odeurs à plusieurs kilomètres. Titre d'anecdote, c'est comme ça que l'université d'Indiana, au début des années 90, a mis en réseau les différents bâtiments de l'université. Ils ont apprivoisé une rate. Ils lui faisaient sentir de la nourriture pour chat, puisque le rat est omnivore et mange quasiment comme le chat. Ils mettaient cette nourriture à la sortie de la gaine électrique où on voulait voir sortir le rat. Cette gaine était située parfois plus de 500 mètres de l'endroit d'où le rat devait partir. On posait sa cage et on l'ouvrait devant l'entrée de la gaine où il devait passer. On attachait le câble à sa queue. La rate, c'était une femelle, parcourait le réseau. Elle sortait de l'autre côté. Elle mangeait ce qu'on lui avait donné. On détachait le câble. Et c'est comme ça qu'on a informatisé. On a mis un réseau. L'université d'Indiana. Donc parfois c'est utile, c'est bien utile cet odorat. On dresse des rats pour détecter les mines antipersonnelles en Afrique. Est-ce qu'il y a une odeur liée aux mines antipersonnelles? Tout à fait. Il y a une odeur particulière de l'explosif et les rats la discernent mieux que les chiens. La croyance populaire veut que les rats prolifèrent. On dit finalement proliférer comme des rats. Il semble qu'il y ait un mécanisme d'autorégulation présent chez ces populations de rats. Les populations de rats se stabilisent en fonction de la nourriture disponible et des possibilités de nidification. Il faut savoir que des rats qui ne peuvent pas faire de terrier ne se reproduisent pas. Ils peuvent dormir à l'abri en se serrant les uns contre les autres, mais là, il n'y aura pas de reproduction. Ça veut dire qu'il y a un instinct collectif qui dépasse l'instinct individuel chez les rats? Tout à fait. Je ne peux pas tout vous raconter en détail, mais quand il manque de la nourriture, il arrive que les rats se mangent entre eux et il reste toujours beaucoup plus de femelles que de mâles. Et les mâles, ce sont des jeunes mâles, parce qu'un jeune mâle peut féconder 8 femelles dans une journée. Donc c'est la survie de l'espèce qui est privilégiée. Pour en revenir à votre question, partout où il y a des rats, on peut observer qu'ils n'ont jamais proliféré au point de perturber le biotope dans lequel ils vivaient. Ils n'ont jamais fait ce qui a pu se passer, par exemple, à l'île de Pâques, où des théories évoquent que les hommes auraient sabordé leurs ressources naturelles. La population des rats se stabilise en fonction de ce qui est disponible. Et comme ils ont besoin de 3 conditions pour proliférer, de la nourriture, de la boisson et des possibilités de nidification, il s'agit qu'une seule de ces conditions soit absente et les rats s'en vont, tout simplement. On les voit régulièrement plutôt comme des envahisseurs, alors c'est pas le cas selon vous? Pas du tout. Mais si les rats étaient des envahisseurs, ça fait longtemps qu'ils auraient envahi la Terre. Non, ce ne sont pas du tout des envahisseurs. Quand il va y avoir une grève des éboueurs, on va voir les rats sortir dans la journée, et dans les 15 jours qui suivent, les femelles produisent des hormones de reproduction qui font qu'elles vont être couvertes par des mâles. Alors même si la grève ne dure pas 3 mois, et seulement 1 mois ou 2, dans plus 3 mois après la grève, on aura plus de rats qu'avant. Mais cette population va se stabiliser, puisque s'il n'y a pas assez à manger pour tous les rats, dans les 3 mois qui suivent, les femelles repousseront les mâles et il n'y aura pas de reproduction. Puis de voir que ça se régule très très vite, il suffit d'une grève de quelques jours, même si parfois elles peuvent durer un peu plus longtemps, on le sait, oui. Mais on voit quand même que le temps de réaction est très très rapide. Comme tous les animaux, ils ont un temps de réaction rapide, mais on peut observer la même chose avec les poissons d'aquarium. Vous leur donnez plus à manger que ce dont ils ont besoin, ils vont se reproduire. Vous leur donnez moins à manger que ce dont ils ont besoin, il n'y aura pas de reproduction. C'est chez tous les animaux pareil. Ça nous amène peut-être, Pierre Falgueyrac, à aborder un autre aspect concernant cette gestion des rats, c'est l'intelligence des rats. Vous, ça fait plusieurs dizaines d'années que vous êtes formateur indépendant, donc à la gestion des rats. Vous avez travaillé aussi dans des entreprises de propreté. Donc vous avez sûrement des exemples très concrets pour nous démontrer la manière dont cette intelligence agit chez les rats. Il y a beaucoup de désinformation à ce sujet-là. Pour faire simple, un rat est plus intelligent qu'un chien. Alors c'est pas seulement l'odorat, c'est l'intelligence aussi qui est supérieure chez lui. Pourtant son cerveau est beaucoup plus petit que celui d'un chien. Cela n'a rien à voir, le cerveau est en proportion du corps.
Donc proportionnellement à nous, il a un cerveau relativement important pour sa taille. Les rats, comme tous les mammifères, ont des capacités cognitives. Ce qu'on appelle la cognition, pour faire simple, c'est la capacité de comparer des stimulus et d'en tirer des conclusions. Donc de réagir. C'est parce que les rats ont des capacités cognitives qu'on peut les apprivoiser. Tous les animaux qui s'apprivoisent ont des capacités cognitives. Ils sont capables d'apprendre de leurs expériences. C'est pour ça qu'on les utilise beaucoup, j'imagine, aussi en laboratoire. Les rats de laboratoire, ce sont évidemment des mammifères très utilisés. Mais alors là, on a justement un autre problème. Ils sont tellement intelligents, on va dire, que les expériences de laboratoire faites notamment par les laboratoires de psychologie sont complètement bidons. Parce que les rats de laboratoire, d'abord c'est une race qui a été créée exprès pour les laboratoires. Si vous lâchez des rats de laboratoire sur un trottoir de Winnipeg à 18h, quand il commence à faire nuit, ils ont une espérance de vie d'un quart d'heure. Ils vont se faire bouffer par les rats qui sortent des égouts. Puis l'hiver, ça risque d'être encore moins, par moins 40. C'est encore plus redoutable. Donc les rats sont capables d'apprendre à éviter une alimentation mauvaise. Comment ils le savent que l'alimentation est mauvaise, à moins d'y avoir goûté précédemment? Ça peut provoquer des douleurs. À l'époque où on utilisait des poisons à action rapide qui agissaient sur le système nerveux et cardiovasculaire en provoquant des douleurs intenses. Ce qu'on appelle la mort au rat. Le rat qui consommait un aliment qui lui provoquait des douleurs, la colonie, parce que les rats vivent en colonie, les rats qui sont autour faisaient un lien entre l'odeur de la nourriture, son aspect au toucher et le mal-être du compagnon qui était malade. Et donc les rats s'écartaient de cette nourriture. D'où la légende des rats qui désignent un goûteur pour goûter la nourriture. C'est complètement faux. Les rats ne sont pas suffisamment intelligents pour désigner un goûteur. C'est une analyse anthropomorphique, c'est-à-dire qu'on prête des comportements humains aux rats. Il peut y avoir deux cas de figure pour expliquer cette notion fausse de goûteur. On coupe l'alimentation saine des rats. Ils n'ont plus accès à la nourriture saine. Ils n'ont accès qu'à l'appât du dératiseur. C'est un rat dominant, un rat fort physiquement, qui va s'arroger le droit de goûter en premier la nourriture peu appétissante du dératiseur. Si cette nourriture provoque des douleurs et le rend malade, la colonie comprendra qu'il ne faut pas consommer cette nourriture. Oui, mais si elle n'a pas d'autre nourriture à sa disposition? Elle partira. On appelait le surmulot le rat migrateur quand on a commencé à l'étudier. Le rat est naturellement un migrateur. Quand on a un odorat qui a une portée de plusieurs kilomètres, c'est qu'on est fait pour migrer. Alors vous nous dites que ces rats sont faits pour migrer, mais en même temps vous nous avez expliqué précédemment, et d'ailleurs on a cette imagerie des rats qui sont présents sur les bateaux et qui vont comme ça vers de nouveaux territoires, mais en même temps vous nous avez dit tout à l'heure qu'ils ne sont pas pour autant des envahisseurs. Est-ce que c'est pas contradictoire? Pas du tout. Un rat va migrer parce que son habitat va devenir inhospitalier. Il peut devenir inhospitalier de plusieurs façons. La première, c'est qu'il n'y a plus rien à manger. On a tout simplement fermé une porte en métal pour empêcher l'accès à la nourriture. À condition qu'elle soit en acier, vous nous l'avez dit, autrement ça... on a bétonné l'espace de terre où ils faisaient leur terrier. Les rats vont partir. Ou alors, une colonie est installée et les jeunes rats qui viennent de naître et qui commencent à grandir, quand ils réalisent qu'il n'y a pas assez à manger pour eux, ils s'en vont. Ils vont migrer, tout simplement. Mais un rat migrateur est un rat qui se déplace lentement, qui est museau au vent pour sentir, puisqu'il vit dans un monde d'odeurs et ce sont les odeurs qui le dirigent. Il va chercher donc des odeurs alimentaires. Il va avancer doucement, mais quand bien même il s'approchera le plus possible d'une source d'odeurs alimentaires, ce n'est pas dit qu'il trouve de quoi faire un terrier ou de quoi s'abriter. Il s'expose donc à la prédation et quantité de rats migrateurs meurent de stress, tout simplement. Les rats sont victimes aussi de stress? Oui, ce sont des choses que l'on constate quand un rat est piégé sur de la glu ou dans une nasse, il peut s'affoler et mourir de crise cardiaque. Vous, dans votre expérience, Pierre Falgueyrac, en tant que formateur à la gestion des rats, puis en tant que travailleur aussi dans tout ce secteur de la propreté, de l'hygiène, qu'est-ce que vous avez constaté dans les pièges que vous avez pu mettre? Est-ce que vous avez constaté justement, au fur et à mesure du temps, une sorte d'évitement de ces pièges par les rats? Personnellement, oui, je l'ai constaté, mais j'ai toujours réussi. Je n'ai jamais loupé une dératisation parce que je pense que je me posais les bonnes questions et que je trouvais les bonnes réponses. Mais au cours de mes formations, j'ai ramené quantité d'anecdotes où les professionnels évoquent le refus d'appât. Alors, le refus d'appât chez les rats, ça n'existe pas. C'est que l'appât n'est pas appétissant, tout simplement.
Il peut y avoir par contre des stratégies d'évitement, notamment avec le rat noir, pas tellement avec le surmulot, où les femelles peuvent apprendre à leurs petits à éviter les odeurs caractéristiques du plastique. Pourquoi ? Parce que c'est dans les odeurs de plastique qu'on trouve des appâts, qu'on trouve l'odeur du dératiseur avec des appâts peu avenants. Ce sont des choses qui existent, qu'ont constaté pas mal de dératiseurs. Alors comment est-ce qu'on contourne en tant que dératiseur ces stratégies mises en place, si on peut parler de stratégies, mises en place par les rats pour éviter les appâts ? Pour faire simple, un rat consomme 10% de son poids par jour. Son point faible, c'est donc l'alimentation. Son point fort, c'est l'odorat. Le problème donc numéro 1 de la dératisation, c'est l'appétence des appâts. Il faut bien être conscient que quand on va s'équiper en raticide en supermarché ou chez un fournisseur de raticides, c'est comme si on proposait un sandwich SNCF rassis à un rat qui a l'habitude de consommer des entrecôtes maître d'hôtel. Voilà pourquoi bien des dératisations sont loupées, parce que les rats ignorent les appâts. Prenons l'exemple, qui remonte à l'année dernière, de l'île Anderson, au sud de l'Australie. C'est une île inhabitée par les hommes. Involontairement, on y introduit le surmulot, ce fameux surmulot qui soi-disant est absent d'Alberta, on y reviendra peut-être. Pour éliminer le surmulot, on a déversé par hélicoptère 75 mètres cubes de raticide. 6 mois plus tard, on revient et on constate que les rats sont en pleine forme. Ils n'ont pas touché au raticide. Comment ça se fait ? Parce que le raticide n'était pas appétissant. Il y avait tellement de bonnes choses à manger sur l'île qu'ils n'ont même pas regardé les raticides. Donc pour répondre à votre question, si on veut bien dératiser, il faut s'entourer des précautions nécessaires pour que aucun autre animal ne puisse accéder à l'appât réservé aux rats. Et l'appât du commerce, il faut l'améliorer, tout simplement en l'arrosant de viande d'ox, en le frottant dans une poêle où on a fait cuire un steak, en le saupoudrant d'odeurs alimentaires. Donc on a tous dans le placard des formes de sauce veau, volaille, poisson. Eh bien on va saupoudrer les appâts, ou on va faire une sauce liquide, style viande d'ox. On va humecter les appâts de ces sauces-là. Eh bien je peux vous assurer que les rats, non seulement ils ne les éviteront pas, mais ils se battront pour venir les manger. Mais en même temps, vous l'avez dit, ils sont intelligents, alors peut-être qu'entre eux, ils s'avertiront du danger. Non, parce qu'aujourd'hui, on utilise des appâts anticoagulants qui ne provoquent pas de douleur. Les anticoagulants s'accumulent dans le foie et finissent, selon la virulence de l'anticoagulant, ça va de 2 repas à 12 repas. Cela provoque des hémorragies internes dans leur organisme. Les rats qui courent beaucoup, qui se battent entre eux, se provoquent des hémorragies internes, ils s'affaiblissent et ils ne peuvent pas faire un lien entre ce qu'ils ont mangé et leur état d'affaiblissement. Parce que finalement, c'est ça, il faut attendre 2 à 12 repas et donc ils n'ont pas le temps de faire ce lien. C'est ça, s'ils mouraient tout de suite après avoir absorbé le piège. Ouais. Avec les appâts les plus virulents, donc diphétialone notamment, Brodifacoum, les rats peuvent être morts 48 heures après. Avec des appâts moins violents, il faudra compter 6 à 7 repas, donc une semaine. Donc un repas par jour, c'est suffisant pour un rat ? À supposer qu'il ne mange que l'appât empoisonné. Mais le problème de la dératisation, c'est ça, c'est que bien souvent le rat continue à manger de la nourriture saine et ne consomme qu'un tout petit peu d'appât empoisonné. Et puis il s'adapte, j'avais lu une anecdote qui disait que dans certaines décharges, où finalement on livrait les déchets à heure fixe, les rats dormaient toute la journée puis se réveillaient, par exemple à midi, sachant que c'était l'heure de l'arrivée des camions de poubelles. Donc ils s'adaptent de manière extraordinaire. Les rats vivent la nuit. À l'époque, en France, où on avait ce qu'on appelait des décharges contrôlées, c'est-à-dire qu'il y avait 1 mètre d'ordures ménagères, et quand on atteignait 1 mètre, on mettait 1 mètre de terre. Et donc, les rats font leur terrier, il y a à manger. Mettez-vous la place d'un rat qui est au fond de son terrier. Quand le soleil est à son zénith, donc ça faisait 13h, 14h à l'heure française, il entend dans son terrier les vibrations des roues des camions poubelles qui viennent décharger. Et quand ces camions poubelles reculent, ils ont un signal sonore caractéristique. Bip, bip, bip. Et là, c'est le signal pour les rats pour sortir de leur terrier. Eh bien, comme ils ont leur terrier toujours face au vent dominant, ils captent des odeurs de nourriture fraîche. Ils ont été réveillés par les vibrations et le bruit. Ils captent des odeurs de nourriture fraîche. Est-ce qu'ils ont une ouïe suffisamment développée pour entendre les bip-bip du camion qui recule ? Tout à fait. Ah oui. Ils ont une ouïe qui capte les ultrasons. Ils ont une ouïe extraordinaire. Donc ils apprennent que tous les jours, quand le soleil est à son zénith, il y a de la nourriture fraîche qui arrive. Quand ils sortent, il n'y a pas de rapaces. Il y a des mouettes et il y a des pigeons. S'il y a des mouettes et des pigeons, c'est qu'il n'y a pas de rapaces. Donc ils peuvent manger tranquillement.
C'est assez fabuleux. Ils ont une ouïe développée, un odorat développé. On imagine que leur vue, par contre, doit être assez mauvaise, un peu comme la taupe. Surtout que ce sont des animaux nocturnes, vous l'avez dit. Il vaut mieux que la taupe, mais le rat, il voit à 10-15 mètres et il voit en niveau de gris. Donc il a une vue adaptée à la pénombre. C'est pour ça qu'il commence à vivre après le coucher du soleil. Comment vous êtes intéressé, vous, à ce monde des rats? Quand j'ai commencé à faire de la dératisation, j'ai rapidement compris que ce que me racontaient les représentants ne tenait pas la route. Je me posais des questions, pourquoi mes appâts marchaient pas, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et Internet n'existait pas. Donc j'ai commencé à poser des questions à d'autres gens qui faisaient de la dératisation. Et je suis tombé sur un livre écrit par un Français qui s'appelle Lost, qui racontait un petit peu les rats, avec pas mal de visions anthropomorphiques, puisqu'il racontait que les rats envoyaient des goûteurs, des explorateurs. Et ça commençait à me donner des pistes. Et j'ai réalisé que c'était un monde fascinant, d'autant plus fascinant que personne ne s'y intéressait. En fait, je crois que je m'y intéresse parce que c'est une niche qui déplaît. C'est peu ragoûtant, sans faire de mauvais jeu de mots, souvent, ce domaine. De même que l'expression « raté », qu'on appelait un pain raté, c'est pas un pain qu'on avait loupé, c'est un pain qui avait été rongé, consommé par le rat. L'expression « raté » vient de là. Puisqu'on parle de rats et de lutte contre les rats, vous savez qu'il y a une province au Canada donc oui, qui se targue d'être exempte de la présence de ces rats. Oui, la province de l'Alberta. Quel regard vous portez là-dessus? Je porte un regard très critique là-dessus. Je pense que c'est une carte de visite touristique. Ça permet de faire parler de soi. L'Alberta, je n'y suis jamais allé, mais je vois que c'est une région froide, donc ça n'attire pas spécialement les rats, pour commencer. Je vois que c'est une région où on a déclaré la lutte contre les rats, notamment contre le surmulot, en raison des nuisances qu'il pouvait apporter à l'agriculture, ce qui est un faux problème. Le rat n'investit jamais des champs et des prés. Le surmulot se concentre dans la nature autour des voies d'eau, les rivières, les lacs, et là où il y a des denrées stockées, donc il va se rapprocher des fermes, des activités humaines et des égouts. Le fait qu'en Alberta, il y ait des serpents, des chouettes, des rapaces, donc, et des mustélidés, c'est-à-dire des hermines, des belettes et des renards. Ce sont des animaux qui se nourrissent à 80%, voire 100% que de rats. S'il y en a, c'est qu'il y a des rats. Dans la nature, les populations de prédateurs s'équilibrent en fonction de l'animal à prédater, passez-moi l'expression. Plus il y a de rats, plus il y a de prédateurs. Moins il y a de rats, moins il y a de prédateurs. Donc en Alberta, le truc qui me fait hérisser les poils sur la peau, c'est de voir qu'ils consacrent des sommes fabuleuses qu'ils font payer aux contribuables pour faire une barrière de raticides à la frontière de l'Alberta. Ça ne sert à rien. Les appâts ne sont pas consommés par les rats, ils sont forcément consommés par d'autres animaux. Ça peut donc avoir un impact sur la biodiversité extrêmement mauvais. Parce que les rats ne vont pas attaquer l'Alberta comme une armée qui va déployer des escouades qui vont avancer en rang serré. Non. Le rat, il va arriver en Alberta dans un camion, il va arriver par les voies d'eau, tout simplement, et il va investir les égouts et les rivières. Je me souviens, il y a quelques années où je vivais en Alberta, on avait signalé la présence de quelques rats à Medicine Hat, donc dans le sud-est de la province. Oui. Ça avait créé toute une commotion. Mais il y en a forcément. Vous savez, quand on voit un rat, c'est 20 que l'on n'a pas vu. Donc quand je lis, parce que je suis régulièrement, je maintiens des alertes rats sur Google, je reçois des actualités tous les jours, de temps en temps il y a Alberta qui revient, je vois qu'il y a eu quelques infestations repérées, 36, 216, machin, etc. En fait, s'il y a 216 alertes présence de rats, il y en a 20 fois plus en réalité. Mais il ne faut pas s'en inquiéter finalement. Mais non, il ne faut pas s'en inquiéter. Il ne faut s'en inquiéter nulle part. À partir du moment où les denrées stockées le sont dans de bonnes conditions d'hygiène pour faire barrière à la pénétration des rats. Et il y a des moyens de lutte qui sont tout simples. Les ultrasons fonctionnent très bien, par exemple. On n'a pas besoin de poison. Quand vous avez des silos qui sont bien conçus, il n'y a pas besoin de raticides. Il y a des appareils à ultrasons qui marchent très très bien. Zéro poison et ça fonctionne très bien. Il peut y avoir une étanchéité en dessous de 6 mm. S'il n'y a pas d'espace supérieur à 6 mm, même une souris ne peut pas passer. Et ça suffit pour lutter contre les rats. Et si rats il y a, leur population s'équilibrera en fonction des ressources de nourriture disponibles et des ressources pour faire des terriers. Et ils ne proliféreront pas plus en Alberta qu'ils ne le font déjà, puisque c'est pas une région si hospitalière que ça pour eux, il fait trop froid. Vous savez qu'il y a des rats en Alaska, il y a des surmulots. Et pourtant il fait très froid là-bas aussi. Eh bien,
Mais ils ne pèsent que 200 grammes au lieu de 350 et ils ne se reproduisent qu'en été. Ça veut dire quoi, qu'ils hibernent? Comment est-ce qu'ils vivent l'hiver? Ils vivent au ralenti. Et c'est le cas en Alberta. Il y a des rats en Alberta, voilà, faut pas se voiler la face. Moi je dis que dépenser des sommes folles pour répandre des raticides aux frontières de l'Alberta, ça ne sert à rien. À rien du tout. On gaspille l'argent du contribuable et ce qui n'est pas mangé par les rats est mangé par d'autres animaux qu'eux. Ça a donc forcément un impact sur la biodiversité. Ça nous renvoie aussi notre propre image finalement, dans notre façon de gérer, d'avoir des stratégies donc raisonnées de gestion des rats. Ça nous renvoie aussi toute une image de nos propres comportements, de nos attitudes à l'égard des rats. Je vais vous citer le général de Gaulle. Le général de Gaulle qui avait loué le génie stratégique du rat gris, du rat d'égout. Et du coup, Malraux, quand Malraux fait l'inauguration des Halles de la Villette, ministre à Paris, de la Culture, oui. 1969, il inaugure les Halles alors que ça fait 3 mois qu'elles fonctionnent. Et les halles sont de nouveau envahies de rats, comme les anciennes halles Baltard, dans le quartier du Marais, qu'on avait désertées à cause des rats. Et donc, quand Malraux fait son discours d'inauguration, il loue le génie des rats qui avait si facilement retrouvé le chemin de Rungis. Et donc, quand des hommes politiques placent le rat si haut dans le génie stratégique, eh bien, il ne faut pas s'étonner que des sites internet comme Dinosauria, par exemple, ou certains sites d'animaux des rats présentent des conceptions anthropomorphiques complètement irraisonnées. Ça ne tient pas du tout la route. Du coup, quand vous avez des professionnels qui luttent contre les rats, ils s'imaginent qu'ils luttent contre une armée de rats, qui envoient des explorateurs, qui envoient des goûteurs, et qui attendent de pied ferme des ratiseurs. Mais ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Mais pas du tout comme ça. Quand on s'intéresse à la vie du rat, le problème est extrêmement simple. Il consomme 10% de son poids par jour. C'est un gourmet. Il ne mange pas n'importe quoi. J'ai présenté des photos dans mes conférences où je montre que le rat choisit les appâts, choisit sa nourriture. Donc il ne va pas manger ce que vous allez lui proposer systématiquement. C'est un gourmet. Il faut donc lui proposer quelque chose de plus appétissant que sa nourriture habituelle. Donc il faut améliorer les appâts du commerce, il faut les rendre plus appétissants. Et il faut l'appâter après l'avoir empêché d'accéder à la nourriture saine. Si on n'empêche pas les rats d'accéder à ce dont ils se nourrissent habituellement, ça ne sert à rien de dératiser. Ça ne marchera pas bien. La lutte contre les rats, c'est d'abord la prévention, l'étanchéité des locaux, les ultrasons, la glu. Et si malgré ça, ils arrivent à passer, on dératise avec des poisons dont on améliore l'appétence. Et les poisons, il ne faut pas les poser n'importe où. Quand je vais voir, je fais des audits ou des expertises, vous savez, dans les milieux agroalimentaires en France, où les industriels sont obligés d'avoir un plan de lutte, j'ai vu des grands noms de l'agroalimentaire, j'ai vu sur 4000 m², 450 postes d'appâtage. Servent à rien du tout. D'ailleurs, le professionnel qui les a placés reconnaît qu'il n'a eu de la consommation que dans 2 postes d'appâtage sur 450. C'est dû à quoi ça? Comment est-ce qu'on choisit le lieu pour mettre ce poste d'appâtage? Eh bien, normalement, les dératiseurs qui s'intéressent à la vie du rat vont poser les appâts au plus près de son terrier, au plus près de l'endroit où il nidifie, où il niche. Or, quand on pose 450 postes d'appâtage, c'est-à-dire un tous les 10 m², on pose des postes d'appâtage dans 90% d'endroits où le rat n'ira jamais. Et on facture quand même. C'est un business, la dératisation. C'est un gros business. Mais heureusement, avec vous, on a découvert ce matin ce monde fascinant du rat. Peut-être que pour beaucoup d'auditeurs, ça leur permettra de regarder différemment ce rongeur avec un œil différent. Et puis, peut-être que notre regard sur le rat sera appelé à changer. Pierre Falguerac, je rappelle que vous êtes formateur indépendant à la gestion des rats. Merci beaucoup de nous avoir partagé ce matin vos connaissances sur cet univers du rat. Le plaisir est partagé.